Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes. On poursuit nos tutoriaux. On attaque aujourd'hui, je crois que c'est le 28e tutoriel, et on va commencer un nouveau bloc, un nouveau volet qui va être consacré au volume. Alors l'avantage de commencer ce volet-là, ça va nous permettre ensuite, on avait fait des TP autour de Dockercoin lors des vidéos précédentes. On avait fait 2 TP par rapport à ça. Ça nous a permis de voir les services, les config maps. Là, on va voir les volumes et on va pouvoir ensuite passer à un autre cas de TP. Ce sera probablement un TP autour de WordPress, peut-être déployer un WordPress, installer un WordPress avec Kubernetes. Vous allez voir que c'est pas très compliqué une fois qu'on a ces billes-là. Et puis, on pourra réutiliser ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes. Donc, là, les choses deviennent un peu plus intéressantes avec les volumes encore, parce que généralement, quand on installe des applications, alors on a les configurations, on a l'aspect maîtrise avec les services des mappings de ports, ce genre de choses, mais assez souvent, quand même, les applications sont pas complètement ce qu'on appelle stateless, c'est-à-dire elles ont un état, elles ont besoin de stocker un état, elles ont besoin d'un espace de travail un petit peu dédié, et c'est quand même assez pratique de pouvoir monter des volumes dessus, notamment si on veut faire de la database, il n'y a pas trop le choix avec ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner déjà pour ne pas manquer les prochaines vidéos dédiées au volume. Likez et commentez les vidéos, c'est le meilleur moyen de me supporter. Aujourd'hui, je vous mets pas ma miniature, je pense que ça apporte pas forcément beaucoup de choses aux vidéos, en tout cas sur certaines vidéos, et puis c'est un petit peu plus rapide à réaliser en termes de montage. Alors les volumes, qu'est-ce que c'est que cette notion de volume? Ça fait référence exactement à la même chose que ce qu'on a quand on fait du Docker et qu'on monte des volumes. C'est exactement le même principe, il y a un peu plus de choix, un peu plus de cas d'usage, et d'options dans ces configurations, je pense. Et on va découvrir ça un petit peu au fil des vidéos. On va essayer de balayer dans ces prochaines vidéos les différents cas de figure, on va dire relativement simples des volumes. Et puis on verra peut-être un peu plus tard la mise en place de ce qu'on appelle une CSI, une Container Storage Interface, qui est une sorte de driver qui permet de se plugger finalement, ou qui est fourni par rapport à différents types de stockage, comme par exemple du stockage. Si vous faites du OpenStack, vous avez Cinder qui est un outil de stockage, mais vous avez d'autres outils de stockage avec par exemple les stockages distribués type Ceph par exemple, etc. Alors, le volume, en quoi il est intéressant? Il est intéressant par exemple déjà de base quand on restart un container. C'est-à-dire que si on restart un container, et c'est valable avec Docker, hein, si vous êtes à l'aise avec Docker, vous le savez très bien, c'est que si on stop et on supprime surtout un container, donc un vrai restart, on perd de la donnée. Donc on perd les données qui étaient stockées à l'intérieur de ce container. Alors c'est pas vraiment à l'intérieur du container, je l'ai déjà expliqué sur les containers, allez voir la playlist dédiée à Docker, mais un container ça reste un volume qui est installé, isolé sur la machine finale, mais néanmoins voilà, on perd cet élément là parce que l'outil qui est le container runtime qui manage les containers se dit le container n'existe plus, donc je supprime le volume qui est associé. Ensuite, ce qui peut se passer aussi, c'est que ça peut être involontaire. Là, on était dans le cas relativement volontaire, mais on peut avoir des cas involontaires. C'est-à-dire qu'on va avoir une erreur, où on va être dans le cas d'une procédure d'update, et on ne pense pas au fait que il y a des volumes à sauvegarder, ou en tout cas à garder, à conserver, pour repartir dans le même état que ce qu'on avait précédemment. On a vu que quand on fait des updates d'images, par exemple, on a des restarts de containers. Donc, qui dit de pod, qui dit restart de pod dit nouveau container, et donc dit potentiellement s'il y avait des données dans le précédent, on les a perdues. Idem si on a des erreurs, c'est-à-dire qu'on a quelque chose qui a été lancé, qui tourne bien, et puis pour je ne sais quelle raison, il se met à retourner une erreur, le pod va restart de nouveau pour essayer de se guérir, hein, finalement, si on fait pas trop mal les choses, et bien derrière, pareil, du coup on va perdre les données qui y sont associées. Donc du coup on a besoin de persister les données, mais on a aussi des systèmes plus classiques où on sait qu'il faut persister la donnée. Par exemple, c'est le cas des databases, MySQL, Postgre, Cassandra, ce que vous souhaitez. On a besoin de stocker les données, comme ça si le pod est restart, du coup on n'a pas de souci, on va remonter le même volume et on va relire les mêmes données, donc on n'aura rien perdu finalement. On a le cas aussi, dans d'autres cas de figure, où, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, on va souhaiter monter un volume par exemple entre deux containers. C'est-à-dire que, comme on l'a vu précédemment, on a, ou éventuellement entre deux pods, mais quand on a un pod, on sait on peut avoir un à plusieurs containers, et si on a plusieurs containers, parfois on veut
et souvenez-vous, c'est un peu les basiques que je vous ai expliqué dans la vidéo qui expliquait le concept de pod. Si on a par exemple un container Nginx à l'intérieur d'un pod qui a le volume var log Nginx, et pour les access logs ou les error logs pouvoir les partager, eh bien on va pouvoir monter, si on met ceci dans un volume, on va pouvoir monter ce même volume avec un container de streaming de logs pour les envoyer par exemple dans une centralisation de logs, et du coup on aura deux containers qui vont monter ce même volume. C'est ce qu'on va faire juste après. Également, voilà, on va pouvoir y stocker plein de choses qui sont quand même variées. C'est-à-dire on va pouvoir stocker de la donnée de type clé-valeur de base de données par exemple, on va pouvoir y stocker des statiques d'images par exemple, si on utilise un WordPress par exemple, eh bien on va y stocker des statiques ou les templates, etc. On a aussi d'autres types de fichiers qu'on va vouloir stocker, des JSON, potentiellement également des configurations, mais c'est pas la meilleure méthode. On a vu qu'il y avait les config maps qui servaient à faire ça. Et ça permet globalement, quand on veut faire du scaling, si on a un état d'application, c'est-à-dire qu'on sait qu'on a avancé, par exemple, on a un ID, on consomme des ID de 1 à 10, quand on veut redémarrer le pod, on sait qu'on a traité de 1 à 10, on veut repartir à 11, eh bien il va falloir stocker cet état, et un fichier qui est stocké sous forme de volume, c'est quand même assez pratique. La config map ne permet pas de résoudre ça, puisqu'en fait une config map ne peut pas être édité par le pod lui-même qui l'a monté, hein, c'est pas du tout l'objectif de la chose. Il existe du coup différents types de volumes, comme on a parlé ici, il y a les databases, il y a les volumes qui sont partagés entre containers, etc. Il y a différents types de volumes. On a déjà vu une partie finalement des types de volumes, je vous l'avais dit, mais je le répète, les config maps et les secrets sont des volumes à part entière, pas forcément dans leur manière d'être montés. On avait vu qu'il y avait deux modes pour le monter, il y a les modes spécifiques volumes pour lesquels on peut les monter, puis il y a le mode sous forme de variable d'environnement, les env-from, ce genre de choses, qui permettent de bypasser un peu le schéma un peu plus lourd de montage des volumes que Kubernetes connaît. À côté, on peut avoir les ephemeral volumes, c'est des volumes qui vont être relativement temporaires, ce qu'on va faire tout à l'heure, plutôt en mémoire, ou en tout cas qui vont avoir une durée qui est la même durée que le pod. Donc c'est le cas par exemple quand on a du multi-container, comme le cas du Nginx qu'on disait tout à l'heure, eh bien on ne veut pas forcément persister la donnée dans le temps, donc c'est pas des volumes qui sont persistants, mais par contre, ça va être un espace de travail qui va être mutualisé entre plusieurs containers, voire, si on le souhaite, entre plusieurs pods. Et ça, c'est assez pratique. On a aussi la possibilité d'utiliser directement les disques des hosts, on verra ça plus tard dans quelques vidéos. On va monter les volumes sur les hosts sur lesquels on est. Alors dès lors que les pods sont relancés sur le même host que celui sur lequel il est, je suis pas sûr d'avoir bien dit les choses, mais en tout cas vous m'avez compris, si on relance les pods sur le host sur lequel il était, eh bien finalement il va repartir avec les mêmes datas, il n'y a pas de souci. Donc ça nécessite ce qu'on appelle un petit peu d'affinité, en tout cas de faire du lien avec le pod, avec le host qui est en dessous et le pod qui est au-dessus. On a, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qu'on appelle des Container Storage Interface, c'est CSI, et cette CSI par exemple, on va considérer ça un peu comme un driver qui va permettre de se plugger à du stockage S3 dans le cloud, à du stockage de manière bloc également, d'autres stockages assez facilement, et ça c'est plutôt sous forme de driver, on va pas les voir forcément tout de suite. Et puis on a deux types d'allocation de ce stockage. On va avoir une allocation dynamique et une allocation statique. On va découvrir ça dans d'autres vidéos. Là, le but aujourd'hui, c'est de découvrir un peu nos premiers volumes. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc à ce volume éphémère qui permet de faire travailler deux containers au sein d'un même pod sur le même espace de travail. Ce qu'on appelle un empty dir, plus exactement. Donc c'est un espace éphémère, c'est-à-dire que quand le pod est lancé, un volume va être monté, un directory va être créé directement dessus, et tant que donc il va être disponible pour les containers sur lesquels on va les avoir montés. C'est que si on ne monte pas, si on a 3 containers, si on monte ce volume-là sur 2 containers,
Les deux auront accès à cette donnée-là, mais pas le troisième. Et quand donc les données vont être écrites dessus, et quand ce pod va être supprimé ou remplacé ou restart, donc ça va donner lieu à un nouveau pod, et bien à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre le volume. Waouh, recréer, pas restart, mais recréer. Ok. Donc comment ça marche? C'est le plus simple à peu près des volumes qui peuvent être montés, hormis les config maps. Il prend deux options. Et c'est des options facultatives, on va dire. Donc si on ne passe pas d'option, on va être sur un stockage en disque. Et si on indique medium, plutôt que ne rien indiquer, on va pouvoir dire qu'on est sur un medium de type memory, et si c'est de type memory, ça veut dire qu'on va monter un TMPFS, donc un file system temporaire, qui va monter ça en RAM finalement, et qui va permettre de l'utiliser. Ça, c'est pas la conf par défaut, donc si vous mettez rien, ce sera pas ce cas de figure là. Et dans le cas d'un medium, on va pouvoir spécifier la taille que l'on alloue, puisqu'en fait le but, comme c'est monté en mémoire, c'est de ne pas aller consommer toute la mémoire. Alors comment ça marche cette petite affaire? C'est relativement simple finalement. Vous voyez qu'ici, on va retrouver, première chose, donc on a ici, on est dans le cas d'un pod, on n'est pas dans le cas d'un déploiement, mais c'est exactement pareil dans le cas d'un déploiement, sauf qu'on va avoir une indentation supplémentaire. Dans le cas d'ici, on a deux containers, pardon, au sein d'un même pod. Ce pod, il s'appelle example pod. On a un container qui s'appelle example container, et le deuxième qui s'appelle Alpine. Le premier, il lance un Nginx, le deuxième, c'est juste un slip Infinity. Et dans les deux cas de figure, on va monter dans leur répertoire de ces deux containers-là, mais on n'est pas obligé de mettre le même nom, mais le mount pass, donc c'est le directory à l'intérieur, ça va être /cache, dans lequel on va monter le volume qui s'appelle temp storage. Là, il faut que le nom temp storage soit identique, puisqu'en fait, on ne va pas déclarer plusieurs fois le même volume, on ne déclare qu'une seule fois ce temp storage, et pour le déclarer, vous voyez qu'on est au même niveau d'indentation que les containers, c'est ça qui est un petit peu perturbant au début, faites attention. On a la déclaration des volumes, donc qui est au même niveau que les containers, donc on va créer un volume qui s'appelle temp storage de type empty_dir vide, donc là c'est un disque, et quand on fait ça, ensuite, il va falloir monter ce volume, donc on va utiliser dans chaque container volume mount, ça on l'avait déjà vu dans les config maps, on va indiquer le nom temp storage et le mount path, c'est-à-dire l'endroit où on va monter ce volume-là. Et comme on va avoir monté les deux dans les mêmes containers, dans deux containers différents au sein du même pod, on va pas avoir ça va être mutualisé. Alors, du coup, on va le faire. Hop. On va le faire gentiment. Si vous voulez gagner du temps, vous pouvez faire des copier-coller à partir du lien qui est dans la description toujours. Nous, on va partir, alors on a deux méthodes. On va partir sur le mode disque au début. Hop, ici. Donc si on prend le mode disque, pourquoi j'ai fait quoi? Medium. Bon, on peut aller directement sur Medium Memory et Size Limit, je pense. Ça va pas apporter grand chose d'y aller séparément. Donc on va créer un petit truc qui va s'appeler démo pour être un peu propre dedans. Voilà, comme ça on n'a rien dedans. Voilà. Si je fais un kubectl get pod, on a quoi? On n'a pas de pod, c'est parfait. Et bien, du coup, on va dire qu'on va créer un pod ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas faire du... Hop là. On va pas faire du empty_dir, on va faire du medium, dans lequel on va dire memory. Donc vous avez compris le principe, si c'est vide par défaut, on ne sera pas en memory, sinon on est en memory. Et là c'est size limit ou limit size, je ne sais plus. Size limit, ouais. Size limit, et on va dire qu'on lui attribue 1 giga. Donc ça va être, voilà, on va utiliser un TMPFS de 1 giga. On va enregistrer, donc c'est exactement l'exemple que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est pour ça que je repars sur celui-ci, et on va prendre pod comme ceci, on va faire un kubectl get pod ici, donc il est en train de créer le pod en question, il va télécharger d'une part l'image du container Nginx, d'autre part l'image du container Alpine, donc du coup ça va prendre quelques secondes, donc vous voyez qu'on a bien deux containers, donc on est à 0 sur 2, on attend qu'il sorte. Alors on a le "-w", mais je l'aime pas, désolé, qui va nous permettre d'afficher, vous allez voir, on va passer de container creating à autre chose.
Alors on reprend et du coup on va en profiter pour débugger un petit peu. My bad, comme dirait l'autre. Et intéressant au passage. kubectl, kubectl getPod. Bon, on est bloqué, container creating. kubectl describe. Je pensais que c'était. Je suis parti pour débugger du réseau au début. En fait, j'ai pas du tout focus sur. Parce que j'avais rencontré d'autres problèmes avant. Il faut pas avoir d'idées préconçues quand c'est comme ça. Donc describe pod. Et on va describe ce pod, et c'est tout bête, en fait. Il nous dit, écoute, ouais, moi, je veux bien faire ton truc, hein, mais, en fait, j'ai un problème, c'est que unknown storage medium memory. Ah. Pourtant, medium memory, c'est bien ça, sauf, c'est qu'en fait, qu'il nous faut respecter la syntaxe avec un M majuscule ici. Et c'est pas bien sinon. Donc on va faire un kubectl apply. D'ailleurs, donc du coup, on est sur un pod. Souvenez-vous, les déploiements, on peut venir les surcharger, etc. Il y a des éléments qu'on peut surcharger, d'autres pas. Donc là, il faut détruire le pod hein, quand même. Dans ce cas de figure-là, on peut pas faire autrement en fait. Donc kubectl delete pod. Voilà, donc il faut faire vraiment attention hein, aux majuscules dans les YAML. Kubernetes pardonne pas trop là-dessus. Là encore, on arrive à le débugger assez facilement, mais il y a des cas de figure où ça peut être plus troublant que ça, quoi, plus perturbant. Voilà, on réapplique, kubectl getPod, la creating, on va faire un describe pour voir si ça se résout. Voilà, donc là vous voyez que c'est passé, parce qu'en fait là il est bien passé au pooling d'images Nginx, il va pooler l'autre image normalement, kubectl getPod, donc il télécharge tout avant, et il a les deux en running. Donc là si on vérifie le describe, hein, on a bien notre Alpine et notre Nginx, et on est bien à 2 sur 2, donc ça tourne bien. Ok, très bien, donc on a un truc en TMP-AFS, donc là ce qu'on peut faire c'est s'amuser à regarder les choses. Première chose, déjà on peut s'amuser à se connecter au container Alpine. Donc un truc qui est intéressant, si je fais un kubectl exec, alors peut-être qu'on va avoir de la chance, peut-être qu'on n'aura pas de chance. C'est-à-dire qu'on a un pod dans lequel on veut se connecter, mais qui dispose de plusieurs containers. Donc on a vu qu'on a le kubectl exec, hein, souvenez-vous, on a fait une vidéo dédiée à ça, et puis on peut utiliser un... Alors, si on est sur du Alpine, on n'a pas de bash, on a un shell directement. Donc on peut le faire comme ça. Là, est-ce qu'on a eu de la chance? Non, puisqu'en fait, il nous dit qu'il s'est mis sur le default container. Alors, ça marchera tout pareil, mais il s'est mis sur le default container, qui est le container qui s'appelle example container. En fait, moi, je voulais aller sur le Alpine. Donc, du coup, si je veux aller sur un container spécifiquement, je vais lui passer -petit c ici, et le nom du container en question, donc Alpine. Et là, voilà, il nous dit pas, écoute... Là, par défaut, je vois qu'il y a 2 containers, bah écoute, je me mets sur example container, hein, le premier qui arrive, et du coup, si on voulait être sur Alpine, c'est loupé. Là, on est sur Alpine, alors, ça n'a pas d'incidence sur... Quoi, ça n'a pas d'incidence? Ça a une incidence sur Nginx, malgré tout, parce qu'on aurait pu se connecter en bash, du coup, hein, si on avait été dans l'autre container, qui est celui par défaut, comme ici, bah, si je fais un bash, là, on peut se connecter dessus, parce que Nginx, le container Nginx, ça doit être du Debian, si je dis pas de bêtises, hein, on peut faire un cat/etc... comme ceci, voilà, et effectivement c'est du Debian, et du coup bah là ça marche, on a du bash par défaut. Si je ressors, si je fais la même chose mais sous le Alpine, je suis obligé de passer par un shell, sinon ça plante. Si je fais un cat/etc comme ceci, voilà, et là on est bien dans notre Alpine. Ok, et donc du coup à l'intérieur de notre container, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut faire un echo 1 dans... donc nous on a... Alors, dans notre container, si je fais un df-h, je recherche un truc qui monte /cache, du coup, et je l'ai bien. Ok, très bien, je peux faire un touch, un touch ou un echo 1, puisqu'on n'a pas de vim, on a peu de choses en fait, donc du coup on va faire echo salut les xavkistes, et derrière on va aller tout simplement le mettre dans /cache et on va l'appeler toto.txt. ok, très bien, donc ça a marché. Du coup si je vais dans mon container Nginx,
Alors on aurait pu monter ce que sert plutôt le Nginx, bon c'est pas grave. Et si je me rends dans mon container Nginx, c'est-à-dire tel que je l'ai fait ici, sinon je passe un petit c, example machin, donc le nom du container, et je me rends dedans. Et là si je fais un cat de /cache, et maintenant j'ai un fichier dedans qui s'appelle toto.txt qui contient bien les éléments. Si je ressors ou si je casse le container, bien sûr, hein, je perds toute information. Si je fais un kubectl, on peut faire un delete comme ceci, et que je recrée le pod, comme je vous l'ai dit, on recrée le pod, du coup on perd le volume en question, et on peut le recréer derrière, mais on aura toujours perdu nos datas avec. On peut le refaire, alors ça prend quelques secondes. Pour le terminating, notamment, ça doit être sur le Infinity, j'imagine. Sleep Infinity, hop, 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 30 secondes. Et derrière, ça va être bon. Alors du coup, ça reste des volumes, hein, donc il ne faut pas perdre à l'idée que c'est quelque chose qui est monté avec la machine qui est en dessous. Ça veut dire derrière que si on s'amuse, donc, alors on va relancer le pod, parce que on va faire un apply comme ceci. Donc si je check juste le contenu du pod, je remets un bash. Si je fais un ls de /cache, je suis comme au début, c'est-à-dire que je n'ai rien dans /cache. Ok. Ensuite, donc ici, on avait vu hein, à l'intérieur, si je fais un df-h, j'ai bien /cache qui est monté sur tmpfs avec une valeur de 1 giga. Donc ça reste un montage. Hein. Là, je suis sur la machine sur lequel est monté et créé ce cluster. Si je fais un sudo mount grep, donc là on est dans le cas d'un empty dir, empty, et bien là je vais retrouver mes petits. Donc je vais retrouver un tmpfs qui est monté avec un volume de pod, vous voyez ici, qui s'appelle temp storage. Temp storage, ça tombe bien, c'est ce qu'on a, le nom du volume que l'on a ici. Ok, et du coup en plus on a son mode de montage, son type tmpfs, donc effectivement on est sur du tmpfs puisqu'on fait du medium de type memory, et on a sa taille ici que l'on retrouve également derrière, donc on retrouve 1 giga derrière qui est dispo. Et puis ben, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui, oui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Désolé pour le petit delta sur le M majuscule finalement. Mais voilà, ça permet d'y voir un peu plus de choses. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite cloche pour ne pas manquer sur toutes ces prochaines vidéos. Likez et commentez. Moi je vous dis à très bientôt sur Xavki. Ciao à tous.